La notion, le concept de représentation circule depuis déjà pas mal de temps, didactique des langues. Introduisons donc. Pour coller un peu mieux au thème du colloque, cette communication aurait pu s'intituler « Des droits bafoués des usagers dans le cadre d'une licence de FLE ». En espagnol sería algo así como acerca de los derechos vulnerados de los usuarios en el marco de una licenciatura de francés como lengua extranjera. Cuando digo usuarios, pues son los estudiantes primero que todo, pero eventualmente los docentes también. Mais ce titre aurait été un peu trop voyant. J'ai préféré l'autre, plus lisse, plus passe-partout. Début 2013, suite à une décision administrative affectant directement la place de la traduction dans le cursus suivi par les étudiants de la licence de français, j'ai eu envie de connaître le sentiment de ceux que j'avais dans le cadre du seul cours de traduction resté obligatoire depuis la réforme de 2008. Cette décision arbitraire, puisque prise non collégialement, a sans doute été pour moi l'élément déclencheur, celui qui m'a poussé à vouloir recueillir le point de vue de mes étudiants à ce sujet. J'en ai profité d'emblée pour élargir sur les représentations qu'ils avaient de la traduction en général. C'est le point de départ d'une enquête que j'ai menée systématiquement auprès de tous les étudiants de ce cours que j'ai à ma charge depuis le premier semestre 2009. Les questions auxquelles les 10 étudiants ont bien voulu répondre à partir de février 2013 leur ont été proposées chaque fois dès la première classe du semestre, dès le premier cours donc, soit par courrier électronique lorsque nous avons pu disposer de la salle multimédia du département, soit sur feuille. Je leur ai demandé donc d'y répondre dans leur langue maternelle afin qu'ils se sentent totalement libres dans l'expression des idées. Loin de moi l'idée de contrôler la qualité linguistique. Ce qui m'intéressait, c'était le fond, pas la forme. Ces questions ont été plusieurs fois remaniées, mais la base est restée la même. Les réponses à ces questionnaires ont parfois fait l'objet d'une rétroaction dans les cours qui ont suivi, comme d'autres activités de type métacurriculaire que j'ai menées avec mes étudiants, comme par exemple une comparaison des programmes de traduction 1 dans les 3 sections constitutives de la licence. C'est la première fois aujourd'hui que ces réponses font l'objet d'une présentation d'ensemble, et c'est aussi la première fois qu'elles sont divulguées dans le cadre d'une communication. Faute de temps, je ne présenterai ici qu'un échantillon des réponses obtenues aux questions qui m'ont paru les plus pertinentes dans le cadre de ce colloque. J'ajoute qu'à ma connaissance, les représentations que les étudiants de notre département peuvent avoir de telle ou telle matière de leur cursus n'ont jamais donné lieu à des recherches ou à des publications. Pour commencer, quelques mots sur cette licence donc, du département de l'Université nationale. Donc c'est une licence avec 3 programmes d'études, hein, allemand, français, anglais. Je le dis pour les éventuels Français qui seraient là, ou, enfin les gens qui viennent de l'étranger puisque c'est un colloque international. Certains viennent ici pour la première fois, on nous l'a dit. Donc c'est une licence qui a été créée en 1967, 140 crédits sur 8 semestres, 4 années d'études. Donc c'est une formation diurne, présentielle. Je le dis parce qu'à Bogota, il y a beaucoup de licences de langue nocturne. Elle appartient à l'aire curriculaire des sciences du langage et notre département de rattachement, c'est le département des langues étrangères. Le programme d'études a été modifié en 2008, année où nous avons obtenu la première accréditation et nous en sommes en ce moment dans le processus de réaccréditation qui se fait attendre un petit peu. Voilà ce qu'on trouve sur la page du département lorsqu'il s'agit de présenter donc cette licence, Licenciatura en Filología e Idiomas. El objetivo de los 3 programas, alemán, francés e inglés, es formar docentes en lengua extranjera capaces de reflexionar sobre diversos aspectos de la lengua, su pedagogía, su cultura y una serie de problemáticas educativas de nuestro medio. La formación tiene además el propósito de preparar futuros profesionales que impulsen cambios a través de la investigación y de su quehacer como educadores. En ce qui concerne le profil de sortie donc, de nos étudiants, eh bien, le mot traduction apparaît tout de suite. Los egresados son profesionales, usuarios y analistas de la lengua extranjera que se desempeñan por lo general como docentes especialistas en la pedagogía de la lengua extranjera y o investigadores de esta. Algunos se especializan en traducción y otros en el medio editorial. Donc la traduction ici comme débouché, débouché en termes d'études. Un certain nombre d'étudiants donc, font des études de traduction ici et là. En France, parfois certains sont passés par les IT. Plus fréquemment, on en a qui vont au Canada. On a une demi-douzaine d'étudiants qui font des doctorats en ce moment au Canada.
Et en ce qui concerne la spécialité de traduction sur le plan professionnel, là aussi, c'est assez mal documenté. Il n'y a aucun suivi en ce qui concerne nos diplômés. Donc, nous sommes bien dans l'incapacité de savoir combien de nos diplômés, en réalité, vivent ou survivent de la traduction sur le marché local. Toujours est-il que c'est l'image que le département vend en ce qui concerne le futur de ses étudiants. Pour ce qui est de la traduction dans le cadre de ce département, donc, en bonne méthode, il conviendrait de se poser la question de savoir quelle est la place de la traduction, ou plus précisément, est-ce qu'il y a une place pour la traduction en dehors des cours de traduction? La question se pose en effet. Un certain nombre de licences, à Bogota et ailleurs, de licences de langue, n'ont pas de cours de traduction. Nous, on en a, encore. Mais est-ce qu'on fait de la traduction? Est-ce qu'on utilise la traduction dans des cours qui ne sont pas des cours de traduction? Là, c'est une question, il est extrêmement difficile d'y répondre, pour des raisons évidentes. Simplement, je pourrais parler de mon expérience professionnelle en tant qu'enseignant dans ce département. Je ne vois pas au nom de quoi la traduction n'aurait pas le droit de citer dans des matières qui ne sont pas de traduction. Tout dépend comment c'est fait. Personnellement, je me souviens d'avoir donné des cours de littérature française du XIXe siècle, lorsque cette matière était obligatoire. Eh bien, pour rebondir sur ce que disait le collègue Matteo ce matin, j'aurais trouvé difficile de ne pas utiliser la traduction dans ce cours, centré sur la littérature française du XIXe siècle, puisque la troisième partie du programme, c'était la poésie. Or, il est difficile de ne pas utiliser les traductions de poèmes français dans un pays comme la Colombie, qui a un si long passé et si glorieux passé de traducteurs. Parce qu'il faut bien le dire quand même s'il y a eu la régénération, la Colombie est quand même un pays de traducteurs et depuis fort longtemps. Ça commence avec Nariño, certes, mais ça continue durant tout le XIXe siècle. C'est à Bogota, en Colombie, et pas ailleurs, qu'a été rendu le plus grand hommage à Victor Hugo sous la forme d'un volume publié en 1889 chez Rivas, à Bogota. Et on y trouve des traductions de José Ascension Silva, Guillermo Valencia et des étrangers, au fait, vénézuéliens, chiliens et autres, argentins. Mais enfin, c'est une publication colombienne. Et des exemples de ce type, on en trouve tout au long du XIXe siècle, dans des revues, et ça continue au XXe siècle. Le cas de la littérature, le cas de l'anthologie poétique publiée par Andrés Holguín en 1954 n'est pas unique. Par exemple, lorsqu'on travaille sur le Parnasse, qui a eu énormément d'influence en Colombie, le Parnasse comme mouvement littéraire du XIXe siècle, en poésie, eh bien, il est difficile de ne pas passer par les traductions qui ont été faites des conquérants de Heredia, qui est le descendant du fondateur de Carthagène. Lorsque je faisais des recherches à ce sujet, j'étais tombé sur un livre d'un littérateur colombien pas très connu, Roberto Arauz Fraser, qui a publié pas moins de 5 traductions différentes de ce sonnet archi-célèbre, Los Conquistadores en espagnol. Donc, c'est une longue traduction qui perdure, même si elle a des difficultés, donc, comme cela a été évoqué ce matin. Pour ce qui est donc de la place de la traduction dans le programme, c'est celle que nous voyons ici, officiellement en tout cas, c'est-à-dire, nous avons, pour commencer, en ce qui concerne donc, les matières de traduction, un cours qui s'appelle, pour ce qui est du français, Traducción Francesa 1, en anglais il y a la même, mais ça s'appelle Inglesa, et en allemand c'est pareil. Donc, 4 heures hebdomadaires, 64 heures par semaine, c'est le seul cours obligatoire de traduction pour tous les étudiants de la licence, puisque, en ce qui concerne le suivant, il a disparu de la carte en fin 2012. C'est d'ailleurs ce qui explique ce que je disais au tout début. Le cours de traduction française 2 donc n'est plus proposé depuis la fin de l'année 2012, ça fait 3 ans, donc que les étudiants français n'ont pas la possibilité d'approfondir leur formation en traduction. Ce qui est un peu surprenant dans la mesure où ensuite ou parallèlement, parce que bon, le cursus, comme vous pouvez le voir, offre en 6e semestre 2 cours en rapport avec la traduction, le cours de traduction française dont j'ai parlé, mais aussi un séminaire monographique directement en rapport avec la traduction, que j'ai créé en 2007, et donc qui est donné, offert en même temps, au même 6e semestre. Le problème, c'est que la traduction française, elle est proposée systématiquement tous les semestres, tandis que le séminaire de traduction française, lui, n'est proposé que de temps en temps. En ce qui me concerne, j'ai refusé de le donner à partir d'un certain, pendant plusieurs années, à partir du moment où
Des décisions administratives non consultées là aussi ont abouti au résultat qu'un étudiant ayant suivi n'importe quel séminaire monographique pouvait se retrouver en séminaire monographique de traduction, ce qui était assez gênant pour la continuité des recherches et des travaux. Donc, après ce cours de traduction française A2 qui a disparu, on a le séminaire monographique qui est donc destiné, comme son nom l'indique, à préparer théoriquement l'élaboration d'un mémoire, qui est une des grandes spécialités de cette licence. En réalité, la signature à la matière trabajo de grado peut se réaliser sous la forme d'un mémoire ou sous la forme d'un stage, pasantilla, avec rapport à la clé. En ce qui concerne la pasantilla, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est en quelque sorte le triangle des Bermudes de la formation, puisque ces stages ne sont pas réglementés, c'est le vide juridique le plus total, et pas seulement d'ailleurs au niveau du département, mais au niveau de la faculté. Bref, bien souvent, les étudiants s'engouffrent dans cette voie qui est plus légère, plus facile, plus rapide que celle qui consiste à élaborer un mémoire de fin d'études. Donc, par exemple, ce semestre, deuxième semestre de l'année, eh bien, il n'y a pas de séminaire monographique ouvert, et cependant, il y a des étudiants qui sont en trabajo de grado. Bref, il y a une certaine discontinuité dans la formation, on ne peut pas le nier. Maintenant, on assiste à des situations un peu bizarres, précisément parce que les séminaires monographiques n'ont pas de prérequis, tandis que le cours de traduction 1 a un prérequis qui est le cours de grammaire 2. Le séminaire monographique de traduction française, comme tous les autres séminaires, il n'a pas de prérequis. Le résultat, c'est que on peut se retrouver dans ce séminaire lorsqu'il est ouvert, sans avoir fait le moindre cours de traduction. Et c'est un peu gênant, là aussi, si on veut suivre correctement le cours. Donc c'est la même chose en couleur. Ici, donc, la flèche en dessous de traduction française A1, c'est une flèche sur le papier, puisqu'en réalité, donc, le cours n'est plus proposé depuis déjà 3 ans. Donc, le questionnaire que j'ai posé à mes étudiants, que j'ai proposé en début de semestre systématiquement depuis 2013, autrement dit depuis que le cours de traduction 2 que je donnais a disparu de la carte, a été évolutif, puisque au début, il y avait 8 questions qui le composaient, et ensuite j'ai ajouté d'autres questions qui ont été modifiées par la suite. Donc, on va voir rapidement quelles sont les questions qui sont constitutives de ce questionnaire. Ce sont les suivantes, des questions en espagnol. Alors, comme je l'ai dit, toutes les questions sont en espagnol et je leur demande de répondre en espagnol pour qu'ils ne se sentent pas gênés par la langue. Donc, il s'agit dans un premier temps de savoir pourquoi on a un cours de traduction dans le cadre de cette formation. Ensuite, avoir des réponses en ce qui concerne leurs attentes pour ce cours. Qu'est-ce qu'il faudrait y faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y faire dans ce cours? Ensuite, une question directement en rapport avec le fait que la traduction 2 a disparu fin 2012 et donc elle n'est plus proposée en français, alors que les étudiants d'anglais ont la possibilité depuis toujours de prendre ce cours de traduction 2 qui est donc optionnel, mais qui est proposé donc continuellement. Cette question 3, je l'ai supprimée cette année. Le programme donc devrait-il inclure des éléments théoriques en rapport avec la traductologie, la traduction comme discipline? Si vous avez répondu affirmativement à la question précédente, est-ce que vous considérez que ces contenus devraient être évalués? Quel système d'évaluation vous semble le plus adéquat pour un cours comme celui-ci, le cours de traduction 1 donc? En una asignatura de esta índole, ¿cómo cree que puede promoverse y desarrollarse en los estudiantes la adquisición y el uso de herramientas para el aprendizaje autónomo? Ça, c'est une question que je ne vais pas aborder aujourd'hui. A su manera de ver, ¿por qué tantos estudiantes del plan de francés, así como de los otros planes de la carrera, escogen la traducción como para su trabajo de grado? Y enfin, para su trabajo de grado, ¿piensa usted hacer algo relacionado con la traducción? Oui o no. Y de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, describa brevemente el estado actual de su proyecto, sabiendo que ce sont des étudiants de 6e semestre pour un travail pour une matière qui est de 8e semestre.
Et enfin, 3 questions en rapport avec le profil des enseignants qui ont un rapport avec la traduction dans la formation, autrement dit le profil des profs qui assurent les cours de traduction 1 et 2, ceux des profs qui assurent le séminaire de traduction, et enfin ceux qui dirigent des travaux de traduction. Je ne parlerai pas du tout des réponses aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les réponses obtenues, on voit qu'il n'y a pas d'équivalence entre le nombre d'étudiants inscrits ou présents à la fin du cours et le nombre des réponses obtenues, tout simplement parce que, étant donné que le questionnaire est proposé dès la première classe, tous les étudiants ne sont pas toujours là le premier jour, et ce qui fait qu'il y a moins de réponses que d'étudiants à la fin du semestre. Mais c'est quand même un chiffre assez significatif, représentatif. 63 réponses obtenues sur 73 étudiants inscrits, donc qui se sont succédés pendant ces 3 années. C'est suffisamment représentatif, me semble-t-il. Donc, voilà quelques-unes des réponses qui ont été données pour les principales questions de cette enquête. Donc, en ce qui concerne la pertinence d'un cours de traduction dans cette licence, c'est une question clé, bien sûr, dans la mesure où un certain nombre de licences n'offrent pas de cours de traduction. Là, on observe qu'il y a un consensus total. Tous les étudiants sont absolument convaincus de la nécessité de cours de traduction, mais ils ne sont pas en général d'accord sur la raison d'être de ce cours. Il y en a qui estiment que c'est quelque chose qui se justifie par rapport à la nécessité de revenir sur des choses qui ont été vues, d'approfondir, développer une compétence communicative. Le cours de traduction française est un cours où convergent un assez grand nombre de matières. En fait, c'est un carrefour où dialogue la littérature, la grammaire, la phonétique, la linguistique textuelle, la linguistique, etc., etc., la sémantique aussi. Bref, la rhétorique et la poétique, pourquoi pas. D'autres arguments en rapport avec les possibilité de comparer les deux langues. On le fait dans d'autres matières, mais sur des phrases, sur des structures. Je pense en particulier à la grammaire. Là, on travaille non pas sur des structures grammaticales, mais sur des phrases, des textes. Et donc, évidemment, la comparaison est beaucoup plus riche. Pour ce qui est donc des arguments qui sont donnés là, eh bien, il y en a qui considèrent que tout professeur de langue étrangère, de français langue étrangère, donc se doit d'avoir une certaine formation, d'être passé par la traduction, une traduction donc qui passe par un travail sur les textes. Et donc, il est normal de l'avoir, cette matière, dans notre cursus. Maintenant, pour un certain nombre d'étudiants aussi, qui souhaiteraient continuer dans la voie de la traduction, il est bien clair que pour eux, c'est absolument indispensable. D'autant que pour un certain nombre d'étudiants, ils sont là, non pas pour l'enseignement, mais pour autre chose que l'enseignement, notamment la traduction, qui est perçue pour un certain nombre d'entre eux comme une des voies possibles sur le plan professionnel. Hein, c'est ce qui est dit dans certains des réponses que vous avez là. Beaucoup de nos étudiants ne souhaitent pas enseigner. C'est un phénomène relativement nouveau. Quand je suis entré au département en 1997, ce n'était pas tout à fait le même public et il n'y avait pas un tel rejet en ce qui concerne le métier d'enseignant. À l'heure actuelle, on a le sentiment que beaucoup de nos étudiants souhaiteraient faire autre chose. En ce qui concerne donc les possibilités sur le plan professionnel, elles sont perçues comme étant réelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles le soient. Toujours est-il que beaucoup d'étudiants souhaitent continuer dans la traduction pour en faire leur métier plus tard. La question maintenant se pose, à partir du moment où on a un cours comme celui-ci, de ce qu'on peut y faire. Quelles sont les attentes de nos étudiants par rapport à ce cours de traduction? À traduire, d'abord et avant tout. On apprend à traduire en traduisant plus qu'en lisant de la littérature traductologique, sans doute. On pourrait très bien concevoir un cours dans le cadre d'un programme de licence qui serait purement théorique, c'est-à-dire la littérature traductologique de langue française est suffisamment riche pour qu'on puisse concevoir un semestre qui serait entièrement consacré à des aspects théoriques en rapport avec la traduction. Pourquoi pas? Mais il me semble que ce serait un peu dommage, et c'est exactement le sentiment aussi de nos étudiants qui envisagent la traduction comme quelque chose qui doit être d'abord pratique. Il s'agit d'un espace donc, qui est réservé à la pratique de la traduction d'abord et avant tout. Donc, pour ce qui est des arguments qui sont donnés là, ce qu'on doit y faire, les arguments et les attentes, elles sont multiples, nombreuses, plurielles et contradictoires. Certains
souhaiteraient avoir une initiation à l'interprétariat, aimeraient traduire des documents oraux. Disons que pour la plupart, ils souhaitent quand même qu'on travaille sur les documents écrits et que, si possible, on traduise le plus grand nombre de types de textes littéraires, mais aussi des documents en rapport avec le droit, commerciaux, scientifiques, spécialisés, etc. etc. Certains de nos étudiants préféreraient qu'on travaille dans les deux sens, pas seulement de la langue étrangère vers la langue maternelle, mais aussi de la langue maternelle vers la langue étrangère, tout le monde dit thème et version, version et thème. Est-ce que c'est possible de faire tout ça dans le cadre d'un cours de 64 heures? C'est la question qui est posée. Maintenant, il est bien clair que un cours de 64 heures, le programme du cours que je donne donc depuis 2009 a été conçu à un moment où il y avait d'autres espaces pour la formation en traduction, notamment ce cours de traduction 2, et le cours de traduction 2 était complémentaire du cours de traduction 1. À partir du moment où ce cours disparaît, il est bien clair qu'il faudra peut-être penser un jour prochain à revoir les contenus de ce cours qui est devenu le sol donc, de la formation. Par rapport à la question de la théorie, les résultats de cette enquête m'ont surpris personnellement, pour diverses raisons. Ce que l'on observe, c'est que l'écrasante majorité des étudiants de français souhaitent que ce cours aborde des éléments de théorie traductologique. Il faut absolument, donc, on ne peut plus se contenter de traduire pour traduire. Il faut, comme on le faisait dans les années 70 ou 80. Personnellement, je suis passé par là aussi. Je suis passé par les lettres modernes, comme on disait à l'époque, et je me souviens de cours d'anglais où on traduisait des fragments de littérature anglaise ou américaine, mais il n'y avait pas le moindre contenu traductologique. Bon, la traductologie balbutiait encore peut-être, mais enfin, c'était un peu pauvre du point de vue du fonctionnement du cours. Il me semble qu'aujourd'hui, il est possible, il est même souhaitable, qu'un cours comme celui-ci inclut des éléments théoriques. La question reste de savoir quels éléments de théorie doivent être inclus dans ce cours. Stratégie de traduction, éléments de théorie, jusqu'où peut-on aller dans la transmission d'un savoir théorique en termes de traductologie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller jusqu'à leur présenter la guéguerre entre sourcier et cibliste. Bref, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le temps de faire ça dans le cadre d'un espace comme celui-ci? En ce qui concerne les commentaires qui ont été faits par rapport à cette question, il est clair que pour beaucoup, ça n'est pas possible de concevoir la traduction avec un contenu théorique si approfondi à cause du temps, essentiellement. Creería que para ello la intensidad no permite una cierta profundización. Sí, sería mi respuesta, pero tendríamos que entrar a visualizar la viabilidad en cuanto al tiempo. Pour ce qui est de la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'il faut évaluer les contenus théoriques qui sont présentés, la réponse est non. La réponse est non, et elle est oui aussi, puisque c'est miti-miti pratiquement, 28 pour ceux qui sont d'accord avec cette idée-là, que les contenus théoriques doivent être évalués, et 24 pour ceux qui estiment qu'il ne vaudrait mieux pas le faire. Là aussi, donc, c'est une question qui concerne directement le professeur. En ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais évalué les contenus théoriques à l'intérieur de ce cours. En ce qui concerne le point suivant, alors là, c'est un certain nombre d'étudiants n'y sont pas allés de mer morte en ce qui concerne Ongarra, comme on dit Senaki. En ce qui concerne le commentaire, pour ce qui est de la disparition du cours de traduction 2, on parle de problèmes à l'intérieur du département. On trouve que ce n'est pas normal et qu'effectivement c'est illogique qu'on nous empêche d'étudier la traduction de manière plus approfondie, d'autant que les camarades en anglais ont la possibilité de le faire. Un certain nombre de représentations se font jour ici, aussi en ce qui concerne la traduction. Que se muestra una vez más la miopía de las directivas del programa al momento de ver los intereses reales de los estudiantes. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait fonctionner cette présentation de cette manière, précisément pour donner la parole aux étudiants qui, ma foi, ne sont pas écoutés. Il me semble que c'était l'occasion de le faire ici. Considero que esta decisión afecta a la formación de aquellos estudiantes que buscan especializarse en el área de la traducción. Y los hay, todavía los hay, menos que antes.
Pour ce qui est des arguments, là, eh bien, il est clair qu'il y a une sorte de divorce entre l'administration de la section et du département et ce que souhaitent faire les étudiants de la section. Donc on a mal à la décision. La question suivante, donc, en ce qui concerne votre travail de fin d'études, donc il peut être soit sous la forme d'une monographie en mémoire, soit sous la forme d'un stage avec un rapport à la clé. Eh bien, si vous allez vers le bas du tableau, vous vous apercevez de quelque chose de différent, à savoir que le nombre d'étudiants qui déclarent vouloir qui ont envie de faire un travail en rapport avec la traduction pour la fin de leurs études, sont de moins en moins nombreux, puisque cette année, un seul d'entre eux, un seul sur 24, déclare avoir envie de faire son travail en rapport avec la traduction, ce qui est fort peu. Là, on a affaire à une chute vertigineuse, même s'il est vrai que certains ne sont pas encore fixés. On n'a jamais eu, enfin, depuis que j'enseigne, à la nationale et depuis que j'ai ce cours, j'ai jamais eu aussi peu d'étudiants intéressés par la traduction, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, sans doute. Rarement des explications sont données là, mais j'en ai trouvé une assez récemment, qui est la suivante. Al inicio contemplé la idea de realizarlo hasta que me di cuenta que muchos de mis compañeros elegían entre esta opción y muchos de los trabajos de mis colegas egresados están quedando arrumados en una simple base de datos que muy pocos saben que existen y consultan. Bon, en ce qui concerne cette base de données, c'est moi qui l'ai créée. Lorsque j'ai monté le centre de ressources, c'est une base de données avec la possibilité de consulter la totalité des mémoires du département. No hay tal con los informes de pasantía. Je vous le disais, c'est le triangle des Bermudes. Là, au moins, les étudiants ont la possibilité de consulter la totalité des mémoires qui ont été faits dans le cadre du département depuis le début. Et il me semble que c'est un outil intéressant dans la perspective donc, de continuer leur recherche. En ce qui concerne maintenant l'état actuel du projet, lorsqu'on est étudiant de ce 6e semestre, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup d'étudiants, même ceux qui pensent faire quelque chose en traduction, beaucoup d'étudiants n'ont pas vraiment une idée précise, mais bon, à la limite, ce n'est pas un problème. Ce cours initial de traduction est là aussi pour faire en sorte que les étudiants aient une idée plus claire à la fin du semestre. La question finale, a su ver, ¿por qué tantos estudiantes del plan de francés y de los otros planes también escogen la traducción para su trabajo de grado? Là, on pourrait trouver qu'il y a de bonnes raisons et des raisons un peu moins bonnes. La première pourrait être considérée comme étant bonne, porque es una manera de tener una relación muy cercana con la lengua. Pourquoi pas? Porque es un campo muy interesante y poco explorado, a mi parecer, en Colombia, et je lo confirmo. Je parlais tout à l'heure de l'importance des traductions réalisées en Colombie. À ma connaissance, il n'existe pas de base de données, de bibliographie complète en ce qui concerne toutes les traductions qui ont été faites. Je pense en particulier aux traductions littéraires et notamment de la poésie. On manque encore d'instruments à l'heure actuelle. Si on voulait vraiment faire des recherches là-dessus, il y aurait de quoi travailler. Il faudrait écumer toutes les bibliothèques de Bogota déjà, de Medellín, enfin des plus grandes villes, et il y aurait du travail à faire. En ce qui concerne donc les justifications, eh ben, on retombe toujours sur l'idée qu'avec la traduction, il y a du travail. Il y a du travail, autrement dit, sur le plan professionnel, on va pouvoir trouver des débouchés. Maintenant, on retrouve là aussi l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, à savoir qu'on ne souhaite pas enseigner. Maintenant, on est en plein encore une fois, dans l'imagerie, dans l'imaginaire de la traduction. Pourquoi beaucoup d'étudiants choisissent la traduction? Parce que on pense que c'est facile, se cree que es lo más fácil. Et la dernière réponse, porque la mayoría de los estudiantes piensa que es lo más fácil para graduarse sin importar la calidad. Donc, effectivement, c'était quelque chose d'assez sévère. J'ai pensé nécessaire que ce genre de propos soit public, parce qu'effectivement, ça correspond à une certaine idée de la traduction aussi au sein du département depuis quelque temps. Et le fait est que, alors qu'à une certaine époque, lorsqu'on avait envie de faire de la traduction, on traduisait des textes pas nécessairement en rapport avec la traduction ou la littérature, mais bon, si quand même, j'ai dirigé pas mal de mémoires qui étaient des traductions de textes de Berman, de traducteurs français. On observe que depuis quelques semaines, de plus en plus d'étudiants choisissent la pasantía, le stage pour leur travail de grade. Donc, en conclusion, rapidement, au départ, il s'agissait d'enquêter sur les représentations des étudiants en ce qui concerne la traduction. À l'arrivée, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble fort, avec une radiographie
qui ressemble fort à une radiographie, même partielle, du DLE. Ce qui ressort principalement de cette recherche, c'est donc qu'il y a un très très net recul en ce qui concerne la place qu'occupe la traduction dans le cursus de français, tant en termes de matière en rapport avec cette discipline qu'en termes de nombre de travaux de fin d'études. Il y a une chute au niveau de nombre des mémoires. L'avenir nous dira si ce repli est une tendance lourde ou bien une situation passagère susceptible d'être améliorée. J'ai une petite idée là-dessus. Je ne suis pas très optimiste, en fait. Voilà, ça sera tout. Merci.